Des villes et des hommes, une émission proposée en partenariat avec Eiffage. Bonjour à toutes et à tous, 10e émission déjà de notre série des villes et des hommes consacrée à la ville et aux infrastructures durables. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet au cœur de nos métiers, le chantier, son organisation, son impact et surtout son acceptabilité par les parties prenantes, tout particulièrement les riverains. Eiffage, c'est 100 000 chantiers par an et 85% de l'effectif directement sur le terrain, dans les chantiers. Que ce soit en phase travaux ou en exploitation, lorsqu'un chantier arrive, souvent les populations locales s'inquiètent de cette activité à proximité de leur lieu de vie et ont peur des nuisances, de la congestion, du bruit, etc. Et cette inquiétude, parfois même cette hostilité, c'est justement l'un des risques identifiés par Eiffage dans notre matrice des risques. L'acceptabilité de nos activités et de nos projets est au cœur de nos préoccupations. Alors, pourtant, le chantier a beaucoup évolué ces dernières années. Il porte de nombreuses actions économiques, sociales, environnementales, méconnues des riverains. Et c'est l'objectif aujourd'hui, faire connaître toutes ces actions souvent peu visibles. C'est pour ça que nous avons appelé ça « Rendre visible l'invisible » sur le chantier. J'ai le plaisir d'accueillir pour en parler Sophie Le Goupil, directrice des relations territoriales Eiffage Génie Civil, chantier Ligne 16, lot 1, et Antonio Vieira, directeur Eiffage Construction, Village des Athlètes. Première partie, l'acceptabilité des chantiers par la transparence. Des villes et des hommes, le débat, première partie. Alors, ça semble évident d'emblée comme ça, mais la première chose qui a énormément évolué ces dernières années, c'est quand même la volonté d'informer correctement et en temps utile les riverains sur la nature des travaux, la durée des travaux engagés à proximité de chez eux. Savoir ce qui se fait, comment ça se fait, pour combien de temps. Est-ce que c'est là le premier pas vers une relation apaisée entre riverains et chantier ? En bref, Antonio, est-ce que le bon vieux panneau de chantier suffit encore ? En effet, les habitants doivent pouvoir connaître les différentes étapes. Il y a des moments où il va y avoir du bruit, des moments où on peut être amené à réaliser des travaux de nuit. Donc le calendrier, et les quelques perturbations qui peuvent être, par exemple, celles des coupures d'eau, des coupures d'électricité. Donc il faut qu'on en informe les riverains. Mais au-delà de l'information, il est aussi nécessaire de leur expliquer pourquoi, quand, comment. Et puis à côté des courriers qu'on peut être amené à distribuer dans les boîtes à lettres, il y a aussi d'autres éventuels sites, blogs. Il faut une communication interactive et agile et ça passe par des outils comme par exemple l'application, la météo des chantiers. Voilà. Alors, on va revenir sur ce rôle croissant des réseaux sociaux, en effet. Sophie, vous êtes en phase avec cette implication des riverains à chaque étape du projet ? Tout à fait. Sur les chantiers de génie civil aussi, c'est très important. En fait, on se rend compte que plus on prévient tôt les riverains, plus on a un niveau d'acceptabilité fort. Et d'ailleurs, on a souvent sur les chantiers des personnes qui sont dédiées à ce rôle de correspondant chantier, en fait, de façon à être toujours en lien avec les riverains. Soit c'est l'entreprise qui le porte directement, soit en fonction de certains chantiers, c'est le maître d'ouvrage qui pilote. C'est le cas, par exemple, sur le chantier de la ligne 16 où c'est la Société du Grand Paris qui assure ce rôle. Alors, la présence d'un chargé de relations, si je puis dire, avec les riverains, de quelqu'un de bien identifié, c'est devenu relativement commun, si vous me permettez, pour les chantiers urbains d'envergure. Mais ce qui m'a étonné quand j'ai préparé l'émission, c'est aussi très souvent en zone rurale. On a trouvé notamment des exemples, j'en cite un. J'ai choisi celui d'un marché de réfection de 26 chemins ruraux dans la région d'Aix-en-Provence, où la chargée de communication d'Eiffage Route informe les administrés au jour le jour. Et elle m'a indiqué qu'elle recevait en moyenne plus de 25 appels quotidiens des riverains, des agriculteurs. C'est quand même très important et ça montre à quel point les gens ont besoin de cette information. Est-ce qu'en période de crise sanitaire, vous avez dû adapter vos dispositifs de communication et d'information ? Oui, effectivement. Alors c'est vrai qu'on a une habitude sur notamment ce chantier de la ligne 16, qu'on est en pleine Seine-Saint-Denis, donc on est vraiment à proximité des riverains, d'organiser des manifestations de façon, très, très fréquente, très rapprochée à partir du moment où il se passe quelque chose d'important sur le chantier. On a par exemple organisé des gigobitumes pour manifester la fin d'une opération, d'un événement fort comme la fin des parois moulées sur un site. Et donc on essaye aussi de faire venir les riverains pour leur expliquer nos métiers. On a organisé des grosses opérations comme les KM, KM4, KM7, où on a fait venir pendant plusieurs jours des gens sur le chantier pour voir l'ampleur du chantier. Il y a eu des animations culturelles qui ont été organisées pour faire découvrir nos métiers. On avait notre maquette de tunnelier qui était là pour expliquer comment ça fonctionne un tunnelier.
Tout ça, c'est possible quand tout va bien. Et quand effectivement le Covid arrive, là, on est obligé de se mettre, de fonctionner autrement. Donc ça se passe beaucoup par des emails, par de la communication écrite. Mais donc on est obligé de s'adapter. Et voilà, c'est vrai que depuis quelques temps, malheureusement, la relation privilégiée de proximité, elle est un petit peu différente. Alors, c'est peut-être la raison pour laquelle finalement les maisons du projet, qui sont devenues elles aussi assez communes sur les chantiers, sur les grands projets d'envergure, ont pu continuer à travailler avec des méthodes de distanciation physique et puis les désinfections habituelles et les masques auxquels nous sommes désormais totalement habitués. Un petit exemple, dans le projet d'écoquartier de Châtenay-Malabry, vous savez que c'est notre vaisseau amiral pour Eiffage en matière d'écoquartier. La maison de quartier a été ouverte au grand public sur le site et elle a accueilli plus de 700 visiteurs en 2019 et quand même 400 visiteurs en 2020. Elle n'est ouverte que les week-ends, mais ça passionne réellement les gens. Et d'ailleurs, dans ce projet, on a tenté une expérience totalement exceptionnelle, si je puis dire, en lien avec l'université Gustave Eiffel. Nous avons organisé des ateliers d'écriture encadrés par des enseignants-chercheurs en littérature et en sociologie. L'objectif, c'était de traiter de la méfiance, en fait, de voir de la résistance de certains riverains en les positionnant comme des individus acteurs de la transformation de la ville. Et bon, même si le projet a quand même été un peu ralenti à cause, effectivement, de la Covid, comme vous le disiez, Sophie, ça a quand même bien transformé la vision qu'ils avaient du chantier et de ce futur écoquartier en gestation. Et ils se sont sentis réellement impliqués. Alors, des ateliers d'écriture, dont j'avoue qu'ils sont quand même assez exceptionnels, jusqu'aux réseaux sociaux, l'éventail est très très large. Et oui, les équipes de chantier s'appuient aussi sur les réseaux sociaux, qui sont de toute façon omniprésents. Alors, quelques chiffres, 89% de la population française est connectée à Internet en 2020, ça fait quand même 59 millions de personnes, et 39 millions sont adeptes des réseaux sociaux qui se sont donc imposés dans l'arsenal des moyens de communication avec les riverains. Antonio, un commentaire sur ces réseaux sociaux qui ont fait irruption dans votre vie de grand directeur de chantier ? Oui, en effet, donc, si on va essayer de ne pas en oublier, donc YouTube, Facebook, Messenger, WhatsApp, Twitter, Instagram, et j'en oublie certainement, donc sont autant d'espaces d'information où sont publiés en instantané ce que peuvent être amenés à découvrir par photo, par vidéo, l'ensemble des riverains. Alors c'est rapide, c'est souvent du coup forcément aussi réducteur, simpliste sur des sujets qui sont eux complexes. Et d'une certaine façon, c'est à nous de nous emparer de cet espace pour diffuser en amont, en temps réel, les informations qu'on juge intéressantes, communiquer sur des plannings qui soient simplifiés mais accessibles à la compréhension des différents riverains, leur exposer les différentes tâches ou les phases remarquables qui ne se voient pas quand et qui peuvent être passionnantes. Oui, tout à fait. Et puis les métiers exceptionnels aussi, parce que derrière les chantiers, il y a des hommes, et donc on les voit pas forcément sur leur meilleur angle, puisque on les voit sous l'angle de la nuisance ou du trouble que ça pourrait créer. La branche Eiffage Génie Civil, par exemple, développe un panel de solutions qu'on propose à nos maîtres d'ouvrage, des sites internet basiques jusqu'aux panneaux connectés, où avec un QR code, on bascule sur un site où on peut voir différentes phases de chantier en réalité augmentée, ce qui donne une présentation relativement pédagogique et j'allais dire fine et subtile de ce que sera le chantier qui est en cours au moment où l'individu passe à côté. Sur un chantier également d'une des filiales d'Eiffage qui était la rénovation d'une gare parisienne, on avait laissé la possibilité à l'ensemble de ceux qui se connectaient avec un site Facebook et Twitter. Donc on avait en temps réel l'évolution des travaux, on avait les questions qui étaient posées, donc on avait les réponses, c'était plutôt très interactif. Très bien. Sophie, un commentaire sur les réseaux sociaux, vous aussi, j'imagine? C'est vrai que nous aussi, on les utilise beaucoup. On les a beaucoup utilisés sur notre fameux chantier de la ligne 16 Loin pour communiquer sur les offres d'emploi, par exemple. Et donc, c'est l'intérêt, c'est qu'on va très vite, on arrive à toucher les gens, on a des échanges directement. Alors nous, c'est beaucoup LinkedIn qui a fonctionné pour montrer aussi des photos prises par drone et donc faire participer les gens à l'évolution de notre chantier. Après, on peut dire qu'il n'y a pas de règles, en fait. Il y a les chantiers sur lesquels, avec la maîtrise d'ouvrage, on peut communiquer ensemble. Et donc, moi, je sais qu'avec la Société du Grand Paris, toujours, qui est mon maître d'ouvrage, on s'arrange pour, quand il y a des événements forts, comme par exemple une grande phase ou un événement, un nom de tunnelier ou un percement. Les grands jalons. Voilà, les grands jalons. Qui va parler en premier? Et donc, on se respecte mutuellement. Après, il y a toujours le côté un petit peu dangereux du réseau social, où à un moment donné, l'information peut être
détourner, manipuler, et là, il faut savoir gérer. Donc, oui, c'est-à-dire que le réseau social, c'est aussi de la surveillance. On est très exposé. Communiquer sur le chantier via les réseaux sociaux, on ne peut pas faire autrement, parce que ça s'est imposé dans notre vie au quotidien. Ça permet de désamorcer aussi d'éventuelles incompréhensions, mais ça veut dire aussi qu'il faut être très réactif. Et donc, j'ai envie de vous dire, transparence, oui, mais réactivité, parce que le réseau social, ça peut être un boomerang, et ça peut vous revenir méchamment dans la figure, si vous me permettez l'expression. Tout à fait. Donc effectivement, la transparence, c'est quelque chose qui me semble indispensable. De toute façon, à partir du moment où on dit les choses et où on les assume, généralement, il y a une acceptabilité déjà qui se fait de façon évidente. Donc il faut pouvoir expliquer aux gens ce qui va se passer et surtout, à un moment donné, dire voilà, cette période-là, elle va être bruyante. Et elle va pas être bruyante sur 3 mois uniquement, non, elle va être bruyante plus longtemps. Et l'amplitude horaire, oui, elle va être importante. Et donc, comment faire pour que, alors qu'on est à côté de vous et qu'on va cohabiter pendant quelque temps, ça se passe le mieux possible. Pour que ça se passe le mieux possible, le but, c'est que lorsque quelque chose de dérangeant a été identifié, avant que le chantier ne commence, on prenne un maximum de précautions pour que la gêne soit minimisée. Donc, on va avoir mis des parois murales, on va avoir mis des bâches acoustiques, on va avoir mis pas mal de choses. Et si, en dépit de tout ce qu'on aura mis en place, le riverain va se plaindre parce que, par exemple, il y a une coulée de boue, la rue va pas être propre, mais nous, on va s'adapter et on va réagir de façon très claire en disant oui, clairement, il y a quelque chose qu'on n'a pas pu anticiper. On intervient et on intervient en lien avec la collectivité, avec les bailleurs sociaux, de façon à ce qu'on adapte notre chantier et qu'on trouve des mesures pour que la relation se passe bien. Le but, c'est d'être transparent. On ne peut pas arriver et minimiser. C'est pas possible. Sinon, ça se passe toujours mal. En fait. Oui, et puis on doit faire aussi ses meilleurs efforts pour un chantier à faible nuisance. Et je crois justement que le terme chantier à faible nuisance est désormais défini. Hein, ça relève d'une charte. Antonio, vous pouvez nous en parler ? Oui, tout à fait. Donc le chantier à faible nuisance, c'est la charte dont vous parlez. C'est quelque chose qui vise à réaliser un chantier dans les meilleures conditions, hein, donc dans la relation avec les riverains, pour que son impact environnemental soit le prolongement naturel des efforts de qualité qui ont été environnementalement pensés au moment de la conception. Les objectifs, donc, ils sont clairs, ils visent à limiter les nuisances au bénéfice des riverains, mais pas que, parce que également, donc, on l'a évoqué, hein, l'environnement, les compagnons, c'est un engagement qui est signé par l'ensemble des acteurs du projet. J'imagine que ça nécessite d'être contrôlé quand même, parce qu'une charte, c'est de la soft law, donc bon, c'est pas la loi. Alors, contrôler, il faut au moins qu'il y ait un responsable de la charte chantier faible nuisance qui soit nommé, hein, c'est un peu lui qui est le garant de sa bonne tenue pour l'ensemble du chantier. C'est quelque chose, d'ailleurs, cette charte qu'on met en place sur de nombreux chantiers, donc en site urbain, dans des zones denses. C'est systématique avec les opérations d'EFAGE immobilier, et puis on le présente également, on le propose à l'ensemble de nos maîtres d'ouvrage. Très bien. Alors, quels dispositifs permettent concrètement de s'inscrire dans la logique de chantier faible nuisance ? C'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie. Des villes et des hommes, le débat, deuxième partie. Alors, promiscuité, bruit, congestion, finalement, pour surmonter ces nuisances, ou en tout cas les réduire au maximum, ça rebat complètement les cartes de l'organisation opérationnelle du chantier, qui est l'une des clés de l'acceptabilité des riverains. Donc tout doit être pensé pour réduire les nuisances, depuis l'emprise même du chantier. Quelle sera sa superficie ? Est-ce qu'on pourra le traverser ou pas ? C'est d'autant plus important en zone urbaine dense. Le rythme, les horaires, les lieux de livraison aussi, des matériaux, des équipements, les solutions de mobilité pour les dizaines, voire parfois les centaines de compagnons qui doivent se déplacer, arriver sur le chantier, en repartir. Et puis le choix des matériels et engins, ou comment optimiser leurs usages pour réduire également leur présence au maximum sur le chantier. Sophie, vous êtes directrice des relations territoriales sur un chantier pharaonique, la ligne 16. Un travail très important a été fait concernant le bruit, je crois. Tout à fait. Donc en fait, lorsque l'on s'est installé, donc je rappelle qu'on est en Seine-Saint-Denis, sur 2 territoires, Paris-Terre d'Envol, pleine commune. Alors du côté de Paris-Terre d'Envol, zone d'Aulnay-sous-Bois, ancien terrain de PSA, il n'y avait pas trop de riverains, donc là on pouvait faire un peu plus ce qu'on voulait. En revanche, près de Saint-Denis, on a des territoires près de l'Académie du Cirque Fratellini, où on est juste à côté des riverains, au Bourget aussi, on a des riverains qui sont juste à côté de nous. Donc en fait, il y a eu des dossiers bruit qui ont été menés au démarrage du chantier pour vérifier le bruit en l'état, parce qu'à un moment donné, on a quand même des endroits où il y a des autoroutes, donc il y a un bruit naturel ou alors des gares qui existent. Et puis ensuite, on a mesuré ce qu'on pouvait faire pour limiter ce bruit. Donc il y a effectivement, je l'évoquais tout à l'heure, des palissades acoustiques qui ont été montées, parfois de 3 ou 4 mètres de haut, sur lesquelles on a posé des bâches anti-bruit. Alors des bâches
Il faut savoir qu'elles sont fabriquées en Île-de-France, parce qu'on a aussi des enjeux en matière économique, et donc on travaille avec une PME locale qui s'appelle Bâches de France, qui est donc sur le territoire de Plaine Commune. Donc des bâches acoustiques qui ont été posées. On a des sonomètres et des vibromètres qui sont installés pour mesurer pendant toute la durée du chantier le bruit qu'on réalise effectivement. Vous êtes sous monitoring en fait, permanent. Exactement, de jour, de nuit, et je peux vous assurer que dès que ça dépasse, on est prévenu, mais parfois même sans qu'on ait l'indication des outils, on a les riverains qui viennent frapper à un moment donné devant le chantier en disant « stop, ça suffit ». Vous avez dépassé. On a dépassé. Et on a aussi mis des solutions par rapport aux outils que nous utilisons, avec notamment des camions qui sont aujourd'hui non pas qui roulent au diesel, mais on a toute une flotte de camions qui roulent au gaz GNV, et puis on a aussi même du matériel 100% électrique. Donc en termes de pollution et effectivement d'empreinte carbone, c'est très important. Ça, c'est fait partie des grands engagements du groupe. Mais en termes de bruit, évidemment, ça fait partie des choses qui sont importantes pour les riverains. Puis la mise en place aussi de cris du lynx plutôt que de bip de recul. Voilà. En fait, on est vraiment vigilant sur tout ce qu'on peut faire à proximité des logements des commerçants, parce qu'on a aussi des commerçants auxquels on fait attention, pour limiter les contraintes. Alors Antonio, là, on a plutôt un chantier d'infralinéaire. Vous êtes plutôt sur les chantiers de grands équipements ou de bâtiments. Une réaction ? Et en fait, de manière générale, sur l'organisation des chantiers, tout est en train d'évoluer. Donc, à l'aune du déploiement de techniques constructives et de matériel de plus en plus performants, qui profitent à tout le projet et à toutes les parties prenantes. Je pense en particulier aux constructions hors site que développe FH Construction via ses filiales, où, par exemple, HVA Concept développe des salles de bain, Savard la construction bois, B3 Eco-Design la construction modulaire. Donc, ces solutions qui sont conçues en usine et diminuent considérablement la durée des chantiers, les rotations de camions, et puis au final, donc les désagréments pour les riverains. À titre d'exemple, FH Construction a livré en septembre dernier un petit collectif de 8 maisons en Ille-et-Vilaine, je crois, avec une solution constructive modulaire de B3 Eco-Design, le tout en 7 mois de chantier, en plus de posséder d'excellentes... Excusez-moi, je vous interromps Antonio, mais B3 Eco-Design, pour nos auditeurs, on en a parlé lors d'une précédente émission. C'est une solution personnellement que j'adore, c'est des containers maritimes en fin de vie qui sont upcyclés, on ne dit pas recyclés, mais comme on leur donne une forte valeur ajoutée, on parle d'upcycling, et qui forment la base soit de petits collectifs, soit de maisons, avec une très haute performance énergétique, donc on n'est pas sur des choses bas de gamme, bien au contraire, avec un chantier rapide. Donc voilà, juste un petit rappel pour nos auditeurs. Non, c'était absolument ça. Donc le tout en 7 mois de chantier. Donc je rebondis sur votre propos sur la rapidité d'exécution, les excellentes performances énergétiques, et puis donc sa constitution en container, ça permet également donc de limiter les nuisances. Le nombre de camions s'en trouve réduit puisque tout arrive en préfabrication d'usine. Donc rapide et efficace. Alors le chantier à faible nuisance, on le voit dans vos propos, c'est aussi une conséquence des choix constructifs faits en amont, tels que la sobriété, donc sobriété énergétique. Ça fera moins de bruit, le diesel, ou substitution par des énergies comme l'énergie électrique. Sobriété en matériaux, sobriété en durée de chantier. Et finalement, l'économie circulaire, petite parenthèse, qui s'affirme comme un des piliers du développement durable dans nos métiers, concourt aussi à un chantier faible nuisance. Encore un exemple, encore un exemple du futur écoquartier La Vallée à Châtenay-Malabry, mais c'est vrai que c'est notre figure de proue en matière d'écoquartier. Imaginez-vous que 100% des bétons déconstruits de l'ancienne école centrale, qui était sur ce site, ont été réutilisés directement sur ce futur écoquartier, que ce soit dans les sous-couches de voirie ou dans la fabrication de béton des nouveaux bâtiments. Donc on recycle ces vieux bétons. Et concrètement, alors j'ai demandé un chiffre au chantier, cela a permis d'éviter la rotation par jour de 40 camions à raison de 6 allers-retours. Donc 240 camions par jour évités pendant toute la période de déconstruction, uniquement parce que ces bétons déconstruits n'étaient pas évacués du chantier pour aller être traités ailleurs, mais étaient concassés sur site pour être réemployés dans le chantier. Donc ça fait partie à la fois d'une solution d'économie circulaire et d'une solution faible nuisance pour le chantier. Dans un contexte en plus de pénurie de matières premières, finalement, réemployer, recycler, valoriser, ça devient incontournable. Sophie, est-ce que cette circularité peut s'appliquer autant aux constructions de bâtis qu'aux infralinéaires ?
Et oui, même sur la route, on peut réemployer, effectivement. Un des exemples qu'on a aujourd'hui au sein du groupe, c'est l'A79, qui est une autoroute qui est en construction, qui est quand même un gros chantier de notre groupe. Et donc aujourd'hui, les chiffres parlent d'eux-mêmes, puisque sur 950 000 tonnes d'enrobés produites, on a 400 000 tonnes de fraisa. Donc fraisa, c'est ce qu'on retire du sol, du bitume, en fait, avec une fraiseuse, parce que moi j'ai appris ça, j'ai découvert ces termes qui peuvent éventuellement ne pas parler à tout le monde. Ça veut dire qu'en fait, on extrait les matériaux issus de la déconstruction des chaussées, et avec ça, qu'est-ce que ça permet ? Ça permet en fait, ça a le double avantage de réutiliser en fait la première matière pour la réinjecter en fait dans le bitume, et surtout ça permet d'économiser l'économie première des granulats originaires. Donc en fait, on a le réemploi, et aujourd'hui on ne jette plus, on n'évacue plus, on n'enterre plus tout, on réemploie sur site la matière première. Et ça, même en linéaire, on peut le faire. C'est-à-dire que le caillou a une valeur. C'est-à-dire que les anciens granulats allègent les pressions sur les ressources naturelles en granulats neufs, issus de carrières, et donc le caillou a une valeur. Antonio, les initiatives, finalement, elles se multiplient. Les parties prenantes se sont saisies du sujet. Et je rappelle d'ailleurs que nous avions consacré toute une émission en octobre dernier à ce sujet. Ça s'appelait « De la démolition à l'éco-conception, un nouveau rapport à la matière ». C'était en octobre. Tout le secteur phosphore actuellement sur ces sujets ? Ah oui, tout le secteur phosphore, oui, sur l'allègement et la pression qu'on peut avoir sur les matières premières. Bon, au-delà de la loi qui nous y pousse, les acteurs du secteur donc essaient de s'organiser à l'initiative, à l'initiative du booster de réemploi, qui a été lancé en fin d'année dernière par une trentaine d'investisseurs promoteurs. Donc évidemment, FH Immobilier en est parti. L'objectif, c'était de favoriser le réemploi des matériaux. Par ailleurs, sur notre projet du village des athlètes, on a des objectifs de réemploi ambitieux avec 3 chiffres que je retiens, c'est les fameux 5, 10 et 75, à savoir que 5% d'amélioration de notre bilan carbone avec des matériaux issus donc, du réemploi, 10% de matériaux réemployés avec une catégorie intérieure sur 4 items et une catégorie sur les extérieurs avec 3 items. Ça doit pas être facile, ça. On va y arriver. J'en suis sûre. Et enfin, 75% des matériaux mis en œuvre entre la phase Jeux Olympiques et la phase dite héritage, qui est la phase d'après-Jeux, 75% des modifications doivent être issus des matériaux qui seront modifiés entre ces deux phases-là. Sophie, une réaction ? Moi, je voulais profiter de l'occasion pour parler de Réavi, qui est en fait une association de l'économie sociale et solidaire, qui, il faut le savoir, a été créée par un ancien collaborateur des FH, donc ça c'est quand même important, c'est-à-dire que son métier lui a donné envie de créer cette association. Et aujourd'hui, Réavi, c'est quand même devenu un acteur qui contribue au moment de la déconstruction et de la démolition à récupérer des matériaux, et qui donc évite de créer du déchet potentiellement. Exactement. Et qui ensuite fournit à partir de ces matériaux d'autres chantiers pour que ce soit réemployé. Et donc c'est une vraie on est vraiment dans l'économie circulaire par excellence. Alors Sophie, merci d'aborder ce sujet parce que Réavi fait un travail formidable, récupération, recyclage, mais aussi revente à prix solidaire. C'est-à-dire que le lien avec le riverain, il se fait aussi au travers de Fab Lab, où les enfants peuvent découvrir les matériaux, ils sont encadrés pour fabriquer des choses. Et puis également, les parents peuvent acheter. C'est-à-dire qu'on a la possibilité d'acheter des choses qui ont été déconstruites de manière sélective, déposées de façon minutieuse, reconditionnées, à des prix absolument incroyables. Les associations de quartier également viennent se servir. Et justement, nous avons interviewé Mohamed Amaoui, qui est le président de l'association Réavi et effectivement ancien conducteur de travaux d'Eiffage Construction. Mohamed Amaoui, bonjour. Bonjour. Première question, pouvez-vous nous parler de l'initiative Réavi ? Comment en êtes-vous arrivé à sa création ? Alors, ça vient d'un constat. Donc, je suis salarié chez Eiffage Construction dans les travaux et en tant que conducteur de travaux, j'assistais au fait qu'on jette énormément de matériaux pendant les travaux de rénovation dans les bennes tous les jours. Donc, c'est quelque chose qui m'a profondément choqué finalement, parce que je me rendais compte que tous ces matériaux pouvaient encore servir et être utilisés. Donc, je trouvais que ça avait pas beaucoup de sens. Il y avait du coup un impact négatif sur
sur l'environnement. Donc j'ai pu en discuter avec mon directeur Bruno Chelawa sur cet aspect-là de mon activité. Donc il m'a accompagné sur cette réflexion-là et est né Réavi, c'est-à-dire comment organiser une nouvelle manière de récupérer des matériaux au lieu de les jeter à la benne pour leur donner une deuxième vie. Et Réavi s'est constitué dans ce sens-là en tant qu'association qui regroupe d'autres conducteurs de travaux, des architectes, des bénévoles, pour mettre en place une filière de réemploi dans le secteur du BTP. On y associe aussi une dynamique d'insertion professionnelle pour former des personnes éloignées de l'emploi à intervenir sur les chantiers pour la collecte et ensuite leur reconditionnement dans des plateformes qui sont dédiées au tri, au reconditionnement et puis à la distribution de ces matériaux-là. Donc quand on parle de matériaux, ça va du lavabo en passant par la porte, les fenêtres, la quincaillerie. Et au-delà de ça, est-ce que vous diriez que l'action de Réavi, de nature, a amélioré la relation avec les riverains ? Nous essayons de les intégrer à notre réflexion sur notre action de responsabilité sociétale de l'entreprise d'un point de vue environnemental, en leur expliquant nos démarches, en leur disant que tous ces matériaux-là vont être analysés pour voir leur potentiel de réemploi, qu'ils ne vont pas être systématiquement jetés, mais que certains d'entre eux vont pouvoir trouver une deuxième vie. Donc ça, c'est un impact positif sur ces parties prenantes, sur ces résidents qui trouvent du coup un sens aux travaux. Et nous profitons aussi pour organiser des événements au sein du quartier sur le système d'animation, d'ateliers, autour de sujets, de thématiques avec un enjeu à la fois environnemental et sociétal. Nous montons des copiles, des comités de pilotage avec les bailleurs sociaux, la ville, les centres sociaux, les associations pour mettre en place ces animations-là que nous appelons Citez-nous pour effectivement intégrer et faire participer la population, les résidents à cette animation pendant un chantier pour à la fois les sensibiliser, leur expliquer ce que nous faisons et ça effectivement augmente l'acceptabilité et puis la compréhension de notre prise en compte de ces enjeux environnementaux et sociaux. Eh bien écoutez, merci beaucoup Mohamed Amaoui. Je rappelle que vous êtes responsable RSE chez Eiffage Construction Île-de-France. Merci pour ces explications sur cette formidable association Réavi. Alors, c'est très intéressant parce que ça nous rappelle quand même une évidence, mais le chantier, c'est un maillon essentiel de l'économie circulaire. On reste dans l'incantatoire si le chantier n'est pas acteur direct de cette économie circulaire entre la sobriété dans l'utilisation des matériaux et puis surtout les dépôts sélectifs et puis le réemploi, le recyclage. Alors, ça m'amène à évoquer un projet exemplaire basé à Bordeaux. Alors, certes, il reste encore beaucoup de chemin pour pouvoir le dupliquer dans toute la France, mais aujourd'hui, la plateforme Noé est en train de réussir son pari. Ça traduit une nouvelle manière de concevoir les chantiers en milieu urbain à travers une logique de mutualisation de services utiles aux différents intervenants, quelle que soit leur taille. Ça veut dire aussi des concurrents, ça veut dire des artisans, ça veut dire des grands groupes ou des ETI qui, à la carte, peuvent avoir accès à la plateforme Noé en centre-ville de Bordeaux. C'est très important et pas en périphérie. L'objectif étant évidemment de favoriser la récupération, le tri, la valorisation des matériaux, les parkings relais pour les compagnons, etc. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Antonio ? Je précise quand même que cette initiative exemplaire a été labellisée démonstrateur industriel de ville durable par l'État et c'est le seul projet qui ne soit pas une construction de bâtiments ou d'écoquartiers qui ait pu recevoir un tel label. Alors c'est une plateforme de services mutualisés interchantiers. Elle est ouverte sur le périmètre de la vaste opération d'aménagement, donc à Bordeaux Atlantique. C'est un espace de plus de 2 hectares et demi. Il a été conçu par Eiffage Construction, Eiffage Route, et puis il y a l'appui initial de Suez Recyclage et Valorisation. Il est situé à quelques encablures de plusieurs sites de travaux et réuni en un seul lieu des multiples prestations, puisque nous avons des bureaux, de la restauration, des vestiaires, réfectoires, des espaces de stockage, une recyclerie. Il offre l'avantage également de réduire les nuisances de chantier, puisque ça mutualise l'ensemble des services. Finalement, on y trouve de tout.
on y trouve de tout en ville, sans avoir besoin finalement de déployer des espèces de base-vie pour chacun des chantiers dans Bordeaux. C'est ça qui est intéressant. Et là aussi, ça permet de pacifier finalement le chantier en ville en lui proposant en un seul lieu tout un panel de services. Alors, ça paraît simple, mais encore fallait-il trouver un partenaire public qui accepte ce principe de mise à disposition de foncier en ville, qui est rare et cher par définition. C'est un lieu de transit, de tri de déchets, de vente de granulats. L'établissement public d'aménagement de Bordeaux Euratlantique a été un partenaire modèle qui nous a beaucoup soutenus. Mais est-ce que c'est rentable en fait ? Alors, la rentabilité, elle n'est pas forcément financière, mais enfin, sur quelques quantités qui sont quand même intéressantes, je trouve que les résultats sont encourageants, puisqu'en 2019, il y avait 34 500 tonnes de produits réceptionnés, 25 000 tonnes de déchets avec un taux de recyclage au-delà de 80% de déchets du BTP, 9 500 tonnes d'agrégats qui ont été commercialisés. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'un client sur trois qui déchargeait des agrégats, qui déchargeait des déchets, repartait avec des agrégats. Donc, c'est quand même un point positif. Bon, en plus, d'un point de vue de l'économie circulaire, c'est une meilleure fluidité autour de l'ensemble des chantiers. C'est une mutualisation qui permet à tous, du grand groupe au petit artisan, de bénéficier des services à la carte en pleine zone urbaine, vous l'avez dit, et non en périphérie, loin des chantiers. C'est une solution de contribution à un chantier urbain apaisé et donc une meilleure acceptabilité. Oui, et puis peut-être aussi un meilleur confort de travail pour nos compagnons, parce que quand on a plusieurs centaines de compagnons dans une ville qui doivent chercher un endroit pour se garer, c'est quand même pas très simple. Et ça, il faut penser à eux aussi. Alors, autre enjeu de l'acceptabilité du chantier, c'est sa bonne intégration dans son environnement naturel. Alors, évidemment, on essaye de s'y insérer en respectant ce qui est déjà présent. Cela passe par différents dispositifs avant et pendant le chantier. Une précision pour nos auditeurs, je ne parle absolument pas ici des mesures d'évitement ou de réduction des impacts sur la biodiversité, encore moins de compensation écologique, qui sont plutôt qui sont propres à des projets qui consomment des hectares là où il y a un fort potentiel écologique. Là, je ne vais parler que des mesures de protection de la biodiversité prises durant les travaux, et quelle que soit la nature des chantiers. Donc, en général, on fait passer des écologues qui vont pouvoir faire un inventaire, voire déplacer des espèces, on va le voir tout à l'heure, mais surtout des barrières pour éviter l'intrusion de la petite faune, intrusion qui pourrait leur être fatale, des bâches de protection, notamment pour les amphibiens. Et ces aménagements sont souvent peu connus, finalement, des riverains, parce qu'ils ne sont pas visibles, ils sont à l'intérieur du chantier. Je vais prendre un exemple qui vous tiendra à cœur, Sophie. Sur le chantier de la ligne 16, en préparant cette émission, on m'expliquait que l'écologue, pourtant nous sommes dans une zone particulièrement dense en matière urbaine, eh bien, il y a quand même des enjeux écologiques importants, et avant chaque démarrage de travaux, il y a la sensibilisation du personnel, et puis on prévoit des petites zones de refuge, des monticules de briques, de pierres, de branchages mis en place pour laisser les petits mammifères et les reptiles trouver refuge, hiberner dans ce qu'on appelle les hibernaculums. Alors, Antonio, sur le projet d'écoquartier de Châtenay-Malabry, je crois que là aussi, beaucoup de mesures de protection ont été mises en place en phase de chantier. Oui, absolument. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, sur ce projet d'écoquartier de Châtenay-Malabry. On a pris de nombreuses mesures de protection en phase chantier. Il faut savoir que la coulée verte du sud parisien qui traverse le site, nous avons tenu à la préserver, avec par exemple le maintien de talus, qui sont autant de réservoirs de biodiversité, vous l'évoquiez. On a grillagé des emprises de travaux pour éviter ces petits animaux de type hérisson d'entrer dans des zones à risque. On a également des phares de grue qui sont moins agressifs, qui sont actuellement testés. L'objectif, c'est de limiter la perturbation des chiroptères. Pour nos auditeurs, chiroptères ? Chauve-souris. Chauve-souris, voilà. Pendant leur chasse nocturne, puisque c'est pas un animal diurne, donc c'est le cas pour les candélabres également du site qui sont déjà orientés vers le sol et qui éclairent actuellement les voiries de la ZAC. Et enfin, donc, les équipes travaux du site ont été formées par les écologues de la LPO. De la Ligue pour la protection des oiseaux, partenaire d'EFAGE, et c'est la plus grande association environnementale de France en nombre d'adhérents, je le rappelle. Alors, des mesures similaires sont mises en œuvre concernant la préservation des zones humides, très importantes. Leur mise en défend, pour éviter les écrasements de la petite faune qui vient s'y abreuver ou s'y nourrir. Ces mesures de protection sont signalées, expliquées aux riverains, mais parfois pas forcément connues, comme je disais tout à l'heure. Il ne faut pas non plus oublier la clôture de chantier, et puis on vérifie toujours que les animaux ne sont pas bloqués, avec des opérations de déplacement d'espèces avant que le chantier ne vienne les coincer. Alors, je crois que vous avez un exemple particulièrement intéressant dans ce domaine, Antonio. Absolument. Donc, des espèces protégées et de leur préservation. Donc, je me souviens d'une opération qu'on a fait dans le Var, qui était un collège,
Nous avons eu à faire appel à des herpétologues, donc qui sont des spécialistes de la tortue d'Hermann, qui sont venus avec des chiens qui étaient dressés pour opérer les tortues, et donc sans y toucher, ils permettent de les déplacer en lieu sûr. Oui, c'est assez extraordinaire. Donc ce bureau d'études spécialisé s'appelle Testudog, et ils ont dressé des chiens à repérer les tortues d'Hermann sans y toucher effectivement, pour qu'on puisse les déplacer en lieu sûr avant le démarrage du chantier. Donc, si on résume, on peut citer 3 problématiques fréquentes qu'il faut impérativement traiter pour renforcer cette acceptabilité de nos chantiers, qui est au cœur de notre relation avec les parties prenantes externes. Tout d'abord, une emprise au sol, qu'on essaie de réduire systématiquement, notamment en milieu urbain dense. Et puis, des temporalités différentes entre vie du chantier et vie des riverains, et la façon dont on fait cohabiter harmonieusement tout ça. Et puis, enfin, la gestion de nuisances diverses. Alors, des solutions existent, Antonio ? Absolument, des solutions existent. Donc sur un exemple d'une rénovation parisienne en plein cœur de Paris, l'équipe de chantier va réussir à mettre en place une centrale à béton. Donc cette centrale à béton, elle était équipée sur une toute petite emprise au sol avec un système de capture de poussière. Et on avait mis en place un système également de mesure des vibrations qui émettait une alerte dès lors qu'un seuil qui avait été prédéfini était franchi, ce qui du coup était extrêmement rarement arrivé, pour la petite histoire. Et fait assez rare également, on avait aménagé un accès assez particulier pour que les riverains puissent accéder à un métro qui était donc tout de suite derrière le chantier. Donc on avait créé une voie spécifique pour pouvoir maintenir cette courte distance entre les riverains et le métro. Alors c'est extraordinaire. D'abord, centrale à béton, c'était déjà une première dans le centre de Paris, et un chantier qu'on peut traverser en toute sécurité quand on est riverain. Alors, ça, 2 innovations en une. Sophie, une réaction ? Oui, c'est un petit peu la chorégraphie du chantier, en fait. C'est joli. Oui, c'est ça. On a l'impression qu'il y a une petite danse, on s'adapte les uns aux autres. La chronotopie, c'est ça, Oui. On appelle c'est le terme technique. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, on arrive dans un lieu où il y a de l'existant, on s'adapte, il y a des gens qui vivent, il y a des gens qui sortent. On parlait des animaux tout à l'heure, les lumières la nuit pour pas les déranger, et les gens qui vont prendre le métro, effectivement, on s'adapte à eux aussi. Donc, faire en sorte que tout le monde vive le mieux possible et se respecte. Pendant la durée des travaux. Exact. Alors on le voit, la question de la fluidité aux abords du chantier est centrale, en milieu urbain comme rural. Il faut savoir que c'est pas toujours facile de faire intégrer nos informations de chantier à des applications collaboratives type Waze ou TomTom. Des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas. Des problématiques similaires se posent s'agissant des infrastructures linéaires, Sophie ? Oui, tout à fait. Effectivement, comment faire en sorte que la circulation autour des chantiers se passe bien. Si je reprends l'exemple de la ligne 16, j'ai 2 idées qui me viennent en tête. Là, c'est ce qu'on a mis en place sur l'entonnement Verdun, qui était à la Courneuve. C'est un énorme site. C'est un endroit où vont partir 3 tunneliers. Enfin, ils sont déjà partis d'ailleurs. Il y en a déjà 2 qui sont partis, qui va partir très très bientôt. Donc c'est un site énorme. Et donc forcément, qui dit tunnelier dit déblai de chantier. Et donc là, ça fait une quantité de camions forcément très importante. Et on est en plein cœur de la Courneuve, à la limite de la Courneuve et du Bourget. Donc comment faire pour que les camions n'envahissent pas les rues ? La solution qu'on a trouvée, c'est qu'en fait, on a aménagé une piste de chantier à l'intérieur une voirie à l'intérieur du chantier, en fait. Et donc, on a aujourd'hui 2,5 km de pistes qui sont aménagées à l'intérieur du chantier. Donc ça représente, en fait, entre 110 et 120 camions jour. Et si on parle des rotations avec les exutoires, ça fait quand même pas loin de 400 trajets qui sont évités et qui donc ne passeront pas devant chez les riverains. Donc on imagine bien en termes de fluidité de circulation, de bruit, ce que ça peut permettre quand même, c'est d'évitement. Il y a un autre sujet aussi auquel je pense qui est un parking qu'on a utilisé. On est donc, je le rappelle, à Saint-Denis. Enfin, on a une grosse partie de nos chantiers qui est à Saint-Denis. Et donc on est près du Stade de France. Et au Stade de France, il y a des parkings pour les concerts, les spectacles. Et bon, forcément en ce moment, pas beaucoup d'activités. Oui. Et il y a un parking en fait qu'on a utilisé, qu'on loue, pour stocker nos camions. C'est là aussi, on parlait de chorégraphie tout à l'heure, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a des hommes qui, avec des talkie-walkie, gèrent la fluidité de la circulation. Et quand les camions sont stationnés, disent voilà, tu restes là, tu attends, on a fini d'évacuer à tel endroit, tu peux y aller. Des aiguilleurs. Exactement. Donc voilà, ça aussi, ça permet de limiter la circulation et donc de fluidifier la circulation pour éviter l'encombrement de la voirie. Alors, Sophie, vous parliez tout à l'heure du chantier de la future A79 qui a débuté en septembre 2020. Alors, en préparant l'émission, j'ai eu une information très intéressante, c'est que pour la première fois, toujours pour éviter au maximum la rotation de camions, une bande transporteuse a été installée pour évacuer sans aucun camion, tous
les matériaux déblayés. Alors, ça permet d'éviter, tenez-vous bien, 75 000 rotations de poids lourds avec une économie de 3 000 tonnes de CO2 pendant la durée du projet, ce qui est totalement exemplaire. Et de même, la nouvelle autoroute A480 à Grenoble est également concernée par cet enjeu de la fluidité. Et justement, nous avons interviewé le conducteur d'opération en charge des travaux d'aménagement, Christophe Labbé. Christophe Labbé, bonjour. Bonjour. Une première question de curiosité dans le cadre du réaménagement de l'autoroute A480. Comment s'organisent les travaux d'une autoroute restant sous circulation ? Alors, il faut déjà repositionner cette infrastructure dans son contexte, puisque c'est une autoroute urbaine, avec un écosystème existant, avec une biodiversité, de l'eau, une insertion paysagère et une proximité naturellement très proche avec les habitations et les riverains. Du coup, dans cet espace qui est très contraint, avec 100 000 véhicules jour, qui est très très important pour une infrastructure à 2 fois 2 voies, il est essentiel de maintenir la capacité de fonctionnement de la 480 pendant les travaux. Du coup, l'aménagement de la 480 s'inscrit comme un facilitateur de toutes les mobilités, y compris pour les travaux. Rappelez le principe, naturellement, on maintient la circulation à 2 fois 2 voies en journée, avec des fermetures uniquement de nuit de l'autoroute. On n'a jamais 2 bretelles consécutives qui sont fermées en même temps. Et pour s'assurer que l'aménagement de la 480 impacte le moins possible les mobilités sur le bassin, des observatoires de trafic sont mis en place. Alors une question pour les usagers, comment réussir à communiquer efficacement ? Quel biais privilégiez-vous ? Alors, pour assurer cette communication, il faut comprendre que cet aménagement touche une cible beaucoup plus large qu'uniquement les usagers de l'autoroute. Naturellement, il touche tous les habitants du bassin grenoblois, cyclistes, piétons, les utilisateurs de transports en commun et riverains. Le premier niveau de communication, naturellement, c'est une information très pratique sur les perturbations routières et les modes doux, cycles notamment, puisque effectivement, c'est un mode de déplacement qui est très utilisé sur Grenoble. L'objectif est de permettre une bonne expérience mobilité durant ces travaux, quel que soit le mode impacté par le chantier, et ainsi d'éviter une perception négative du projet due aux perturbations. Donc, au regard des aléas de chantier que nous pouvons avoir météorologiques, il nous faut une réactivité de la communication qui soit très importante et essentielle. Et nous utilisons des outils digitaux, sites internet, réseaux sociaux, Facebook et Twitter. L'information est ainsi donnée presque en temps réel à nos abonnés et aux médias locaux. Alors, au-delà d'informations sur les perturbations, il est aussi essentiel de valoriser les bénéfices à terme pour les habitants du Grand Grenoble sur cet aménagement. Mettre en avant effectivement la fluidité du trafic qui sera retrouvée, les aménagements pour l'environnement et le cadre de vie, des nouveaux écrans acoustiques, des bassins d'assainissement et une insertion paysagère de qualité. Eh bien, écoutez, Christophe Labbé, merci beaucoup pour ces précisions très claires. Je rappelle que vous êtes conducteur d'opération en charge notamment des travaux d'aménagement de l'autoroute A480 sur Grenoble. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Des villes et des hommes, le débat, 3e partie. Alors, je voudrais maintenant aborder un sujet que, pareil, nos riverains ne connaissent pas forcément, nos auditeurs ne connaissent pas forcément, c'est la contribution nette de nos chantiers à l'intérêt général. Alors, je vais commencer par l'insertion sociale. Le BTP a historiquement une tradition d'insertion professionnelle et sociale qui est plus ou moins connue des parties prenantes externes. Antonio, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, ce rôle est pourtant assez conséquent, puisque de sources Crépi, ce sont plus de 10 000 hommes et femmes qui sont employés en insertion dans le BTP chaque année. En France. En France, pardon. Donc ça favorise également donc l'acceptabilité des chantiers, parce que nous sommes un acteur direct dans l'emploi et de la qualification professionnelle dans ces territoires. Et pour renforcer encore l'efficacité de cette insertion, Eiffage a cofondé le réseau des clubs régionaux d'entreprises partenaires de l'insertion, le fameux Crépi. D'accord, donc ce sont des associations qui sont dédiées à l'aide à l'insertion. Et justement, nous avons interviewé l'actuel président de ces Crépi, donc clubs régionaux d'entreprises partenaires de l'insertion, Philippe Moulia. Bonjour Philippe Moulia. Bonjour. Une première question, le BTP, Philippe Moulia, est traditionnellement vu comme un acteur de l'insertion sociale par la professionnalisation. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'initiative Crépi et de l'écosystème local qu'elle anime ? Alors le Crépi a une date de naissance où il faut remonter à 1993. C'est une initiative à l'époque portée par le groupe Eiffage et son fondateur, à l'époque était Jean-François Roverato.
Et la première idée était que ce CREPI, qui est une association, un club régional d'entreprises partenaires de l'insertion, puisse porter essentiellement la clause d'insertion liée au marché public. Voilà, l'origine, c'est essentiellement les clauses liées au marché public et les heures d'insertion qui en découlaient. Depuis, nous avons beaucoup grandi, en l'occurrence c'est 16 clubs désormais en France, dans les 16 principales métropoles françaises. C'est aujourd'hui 2400 entreprises adhérentes, tous secteurs d'activité confondus. Et si je n'avais qu'un chiffre à donner depuis 1993, date de naissance, c'est que nous avons remis à l'emploi une ville comme Cherbourg, l'équivalent d'à peu près 80 000 habitants. Alors du coup, selon vous, en 2021, cette année, quelles sont les clés d'une insertion sociale réussie ? Alors aujourd'hui, on ne peut pas ignorer la période qui est la nôtre, c'est-à-dire 2020, c'est hier, c'est tout juste hier. Par rapport au Covid, c'est aujourd'hui faire preuve d'agilité, la curiosité, la capacité à s'adapter, à rebondir et je dirais à regarder avec optimisme devant nous. Il va y avoir plein d'opportunités en 2021, 2022, 2023. Nous sommes dans un monde qui mute, qui bouge et nous allons, les entreprises en général et notamment le BTP en particulier, qui est en train de se refondre totalement. Nous passons d'une économie carbonée à une économie décarbonée. Nous allons donc pouvoir proposer les postes qui vont avec, donc de nombreuses opportunités seront possibles dans les mois et années à venir. Donc malgré cette terrible année 2020 qui a été la nôtre sur le plan sanitaire, encore une fois, il faut porter un regard positif sur l'avenir, ne pas avoir peur aux enjeux qui sont face à nous, qui dépassent, je dirais, bien largement notre région et notre pays, mais par contre, au contraire, aux côtés des entreprises, s'engager vers ces nouveaux métiers, ces nouvelles filières, dont le BTP sera certainement un des principaux, je dirais, acteurs de cette grande réforme environnementale, humaine, écologique et technique. De l'optimisme, de la lucidité, du pragmatisme. Merci beaucoup Philippe Moulian d'avoir été notre invité dans cette émission des Villes et des Hommes. Je rappelle que vous êtes le directeur Eiffage Construction pour la région Nord-Aquitaine. Alors concrètement, Antonio, ça représente combien de personnes sur un chantier en pourcentage, les personnes en insertion ? Alors déjà, le pourcentage habituel de recours à l'insertion sur un marché public ou en tout cas avec un maître d'ouvrage public, toujours autour de 5%. Bon, on arrive à peu près à le tutoyer. On a quand même quelques cas exceptionnels où on nous demande d'appliquer 10%. C'est le cas par exemple du village des athlètes où la clause elle est de 10%. 10% sur le montant de marché, ça fait à peu près 190 000 heures pour faire simple. Oui, alors en équivalent de temps plein, parce que j'ai fait le calcul, ça fait sur 24 mois, bon voilà, je prends l'exemple sur cette période, un équivalent de temps plein de 51 personnes. Voilà. Bon, plus qu'une approche quantitative, nous qu'on préfère développer, c'est une approche qualitative. C'est-à-dire qu'on développe des partenariats avec des CFA pour développer... Des formations d'apprentis. Voilà, donc des formations en alternance. Ce qu'on souhaite, c'est arriver à emmener avec nous des personnes qui sont hors du circuit de l'emploi vers des formations de CAP, BEP, bac professionnel. On pense que c'est ça le gage de retour à l'emploi, plus que l'approche quantitative. Sophie, une réaction ? Alors nous, les 10%, c'était déjà dans notre clause contractuelle. Donc 10% des heures d'insertion, ça représente en fait 500 000 heures. Donc, quand on est arrivé, quand on a gagné le chantier en février 2018, on pouvait imaginer que ce soit un chemin colossal et très très long à atteindre. Eh bien non, puisque nous avons atteint ces 500 000 heures d'insertion cette année, en septembre 2020. Et à l'heure où l'on se parle, on est à plus de 630 000 heures d'insertion réalisées. Alors quand je dis nous, c'est nous et nos sous-traitants. C'est donc le gros Eiffage et l'ensemble de ses partenaires. Ce résultat, il a été atteint parce que déjà, il y a eu une forte mobilisation de l'équipe et donc des équipes RH du chantier. Il n'y a pas un événement organisé par les territoires auquel on n'a pas assisté. Vraiment, tous les salons, les forums, les mardis du job. Je peux vous dire que tout ce qui a existé, on l'a fait. Bon, évidemment, l'année 2020 était un petit peu light parce qu'avec la crise sanitaire qu'on a rencontrée, il a fallu être un peu souple, là aussi, malin. Et donc, il y a eu des forums en ligne, mais en tout cas, on avait répondu présent.
Et aussi, ce qui est important, c'est le fait de faire du partenariat avec l'ensemble des acteurs de l'insertion des territoires, donc les maisons de l'emploi, les pôles emploi. Et donc voilà, c'est vraiment chacun à apporter sa contribution. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est quand même une belle réussite. Et c'est pas parce qu'on a aujourd'hui déjà dépassé notre seuil et nos objectifs qu'on va pas continuer. Donc on va continuer à s'investir. Et l'autre enjeu aussi, je profite de ces clauses pour dire qu'il y a une autre clause qui nous est imposée, qui est le travail avec les TPE-PME. Et sur notre chantier, c'est 20% du chiffre d'affaires réalisé qui doit être donné, confié à des TPE-PME. Voilà. Et ça, je peux vous dire aussi que les élus attendent ça avec beaucoup d'impatience. Quand on arrive avec un chantier d'1,840 milliard, on nous dit « Allez-y, faites travailler mes entreprises et les gens de mon territoire ». Bien sûr. Donc, on l'a vu en matière d'insertion professionnelle, le BTP répond présent. Au-delà des crépis dont nous avons parlé, il existe d'autres formes de structures d'insertion, voire de réinsertion. Notamment, j'ai choisi, en préparant cette émission, de vous parler d'un coup de cœur que nous avons eu pour le projet Irvine. Le projet Irvine est initié et piloté par un grand monsieur de l'écologie, Patrice Valentin, bien connu dans le BTP comme acteur pionnier du génie écologique. Et en 2016, il a créé le centre de formation Irvine, dont l'objectif est de récupérer, pardon de l'expression, mais des jeunes adultes en quête de sens, en recherche de sens, voire parfois en rupture de banc avec la société. Et l'objectif, c'est vraiment de leur apprendre un métier qui est le métier du génie écologique. Cette pédagogie passe par le chantier, en lien avec le fonctionnement des écosystèmes, dépassement de soi, effort, travail manuel, équipe. Je vous invite vraiment à regarder ce projet Irvine qui œuvre pour le génie écologique tout en formant et en qualifiant des jeunes gens qui étaient très très éloignés de l'emploi. C'est assez bluffant en termes de méthode et de résultats. Alors, je voudrais maintenant évoquer une autre contribution à l'intérêt général que le chantier apporte et qui n'est pas forcément connue, c'est sa contribution environnementale. Alors, il n'y a pas de provocation dans mon discours, je tiens à le dire, mais simplement le rappel d'une réalité qui est souvent méconnue. Lorsqu'un chantier s'installe, il trouve un milieu qui est souvent complexe finalement, et dont le passé est rarement simple ou même parfois imparfaitement connu, excusez-moi, et qui peut donc être porteur de risques sanitaires ou environnementaux enfouis. Le chantier doit les traiter. Une réaction, Antonio, à cette contribution positive à l'intérêt général ? Oui, donc ils peuvent être le réceptacle de déchets et de contaminants variés en lien avec les activités humaines. C'est l'héritage des friches, d'activités industrielles, de décharges sauvages. Les sols peuvent être saturés d'eau usée, voire même des surdosages en produits phytopharmaceutiques. Ça, on l'a vu plusieurs fois. Et puis des retombées de pollution aérienne diffuse aussi. Exactement. Donc finalement, c'est pas forcément traité, mais l'arrivée du chantier, c'est l'occasion de restaurer ces situations et d'engager finalement une procédure de réversibilité par rapport à l'état dans lequel on trouve ces sols. Alors, en plus, on sait aujourd'hui qu'il est totalement essentiel de maîtriser la consommation d'espaces naturels et donc de se tourner prioritairement vers la remise en état des sols anthropisés. Une réaction à ça, Antonio, finalement, la meilleure façon de reconstituer des sols, ça serait peut-être de ne pas les perturber. Absolument, donc c'est pour ça que c'est désormais essentiel de maîtriser totalement la consommation de l'espace naturel, de se tourner prioritairement vers la remise en état de ces sols anthropisés. L'idée, c'est de les restituer à un usage constructible, par exemple, sans prélever de nouveaux hectares de terre, de bonne terre par ailleurs. Vous l'avez fait sur le village des athlètes ? Oui, alors ça, on l'a fait sur le village des athlètes, puisqu'on a la restauration des cœurs d'îlots qui est en cours de dépollution, et sur les autres îlots, ce sera la même méthode qui sera employée, la méthode dite du venting. L'idée, c'est ensuite pouvoir les revégétaliser. Très bien. Alors, on aborde là un sujet d'actualité avec ce qu'on appelle le zéro artificialisation nette. Je vous rappelle qu'on parle en moyenne 20 000 hectares artificialisés par an en France. C'est absolument énorme et encore, ce chiffre est considéré comme une moyenne. Concernant cette doctrine du zéro artificialisation nette, vous pouvez nous en dire quelque chose ? Oui, donc cette fameuse doctrine du zéro artificialisation nette, donc ces dernières années, le code de l'urbanisme s'est durci et n'accorde plus de dérogation au principe de l'urbanisation limitée. Oui, parce que de toute façon, on n'a pas assez d'hectares à artificialiser. Donc finalement, réutiliser des terres déjà dégradées plutôt que de consommer des terres agricoles ou naturelles, on parle parfois de reconstruire la ville sur la ville, c'est-à-dire des terres qui ont été anthropisées, donc qui ont déjà accueilli des activités humaines potentiellement polluantes, et donc
pouvoir redonner une seconde vie au sol. Donc dépollution des sols, des eaux souterraines, renaturation, réhabilitation des sites pour les rendre constructibles de nouveau. Donc ce sont des activités en pleine expansion, directement connectées au chantier. Une réaction, Sophie ? On a effectivement un exemple de ce type dans la construction du Grand Paris Express, avec notamment l'entreprise Gautet, qui a réalisé en fait la dépollution de eaux issues de rabattements de nappes, qui sont en fait issues de 2 emprises en fait de notre chantier. Donc voilà, c'est typiquement un exemple effectivement de bonnes pratiques aujourd'hui pour tenir compte de ce qui se passe en souterrain et de nos eaux, essayer de ne pas jeter, de ne pas maltraiter l'eau non plus. Alors, en préparant cette émission, nous avons aussi repéré un sujet très réglementé, mais finalement depuis relativement peu de temps, où les travaux de chantier sont bien utiles à la collectivité, mais qui, à mon avis, sont très peu connus des riverains. C'est ce qu'on appelle l'éradication des espèces floristiques exotiques envahissantes. Antonio, qu'est-ce que c'est que cette bête-là, si j'ose dire ? Alors, c'est pas un défrichage sauvage, d'abord. Oui, voilà, tout à fait. Parce que c'est les espèces exotiques envahissantes, c'est quand même la 3e cause d'érosion de la biodiversité à l'échelle mondiale. Donc, sont considérées comme espèces exotiques envahissantes les espèces non indigènes dont l'introduction par l'homme, volontaire, fortuite, l'implantation, la propagation, ça menace les écosystèmes, les habitats, les espèces indigènes avec des conséquences écologiques, économiques et sanitaires négatives. Donc on peut lutter contre les espèces exotiques envahissantes à plusieurs titres, sur les 2 items essentiels que la cause écologique et la cause économique. Sur la cause écologique, parce que elles nuisent à la biodiversité, peuvent même causer l'extinction de certaines espèces. Ça peut aussi participer à la dégradation de l'érosion des sols. Par exemple, quelque chose qui est assez connu du grand public, c'est la renouée du Japon. Oui. Elle étouffe toute la végétation à son côté, elle supplante les espèces locales. Voilà, donc c'était des plantes assez finalement décoratives qu'on trouvait il y a encore quelques années sans difficulté chez son horticulteur. Et c'était des plantes importées et qui se sont largement diffusées au détriment en fait des espèces locales. Et côté économique, donc une gestion de l'éradication est nécessaire, notamment sur les bords de route, les voies ferrées. Exactement. Ça évite de bloquer la circulation parfois de train. Et puis la nuit, la visibilité des panneaux de signalisation, je dirais la nuit et même le jour, elle s'en trouve fortement entamée. On a estimé que, selon certaines sources, les dégâts qui étaient liés à ces espèces exotiques envahissantes, elles coûteraient 18 millions d'euros à la collectivité par an. Ah oui, quand même. Et il faut citer également des causes sanitaires. Enfin, on a aussi un certain nombre d'espèces exotiques envahissantes qui peuvent porter des atteintes à la santé humaine. Je pense notamment à la berce du Caucase qui provoque des brûlures cutanées, l'ambroisie qui donne des allergies respiratoires sévères et dont le pollen se déplace avec les activités humaines. C'est un pollen de moins de 4 microns, qui se loge partout, dans les semelles, dans les pneus et qu'on va retrouver le long des routes. Et finalement, lorsque le chantier s'installe et qu'il trouve ces espèces exotiques envahissantes, il doit les éradiquer selon les protocoles scientifiques adaptés. Sophie, sur le chantier de la ligne 16 aussi ? Oui, on a eu les mêmes problématiques. On a effectivement un écologue interne au chantier qui a fait un diagnostic, un inventaire au démarrage du chantier, qui tous les printemps revient pour vérifier un petit peu l'évolution de ces plantes effectivement invasives. On vérifie que les choses ne soient pas repoussées, qu'elles ne soient pas déplacées, parce que parfois en fait, quand l'entretien est fait par exemple par la collectivité, on tombe, mais on n'éradique pas, on déplace. Et donc, effectivement, ça ne fait que se déplacer. Et en fait, voire on dissémine. Exactement. Et en fait, on se rend compte qu'effectivement, pour arriver à les éradiquer, à un moment donné, il faut vraiment retirer complètement les terres, aller les traiter ailleurs. Et donc, voilà, on a vraiment, nous, ce suivi qui est fait de façon très régulière. On a aussi, sur les villes du Blanc-Ménil et d'Aulnay-sous-Bois, essayé de trouver des solutions pour créer un système de désherbage naturel avec du vinaigre blanc et de l'eau. Et ça fonctionne, en fait. Donc, voilà, pour d'autres types de plantes, on arrive à trouver des solutions qui sont peut-être un peu moins lourdes à gérer que le déplacement complet des terres. Mais voilà, en tout cas, c'est des sujets qu'on traite avec beaucoup d'attention et qui sont importantes pour, là aussi, cohabiter avec les riverains. Voilà, je voulais qu'on en parle aujourd'hui parce que si on vous voit, Antonio ou Sophie, si on voit vos équipes détruire des plantes, il y a
100% de chance que ce soit des plantes indésirables qui ont les effets qu'on vient de décrire. Donc on a pas de la renouée du Japon, la Jussie du Canada, le sénesson du Cap. Alors d'ailleurs les noms exotiques montrent à quel point elles n'avaient rien à faire normalement dans nos belles contrées. Elles y ont été implantées par l'homme et elles se sont disséminées dans l'environnement naturel pour le plus grand malheur des plantes locales. Voilà. Alors sur Châtenay-Malabry, quand on a préparé cette émission, Antonio, vous m'avez dit oui, mais c'est pas aussi simple, Valérie, parce que des fois, malheureusement. Oui, sur Châtenay-Malabry, à l'inverse. Ces plantes, elles n'existaient pas. C'est nous qui les avons un peu disséminées au travers nos actions entre les démolitions, les décapages, les terrassements pendant les différentes phases du chantier, les remaniements du sol. Plusieurs plantes sont apparues. Donc, on a fait des campagnes d'arrachage qui ont été réalisées par les entreprises spécialisées. Et puis, au printemps, on en a prévu d'autres. C'est-à-dire que c'est quand même, comme le disait Sophie, une action qui ne peut pas se faire en une seule fois. Il faut une action récurrente. Donc, sur l'ensemble des zones, si on veut vraiment lutter de façon efficace contre cette éradication. Oui, exactement. Alors, nous arrivons au terme de notre émission. Donc, on l'a vu, le chantier est lui aussi un écosystème vivant qui interagit avec des parties prenantes, avec l'environnement physique, naturel, humain. Et finalement, la cohabitation passe par une meilleure compréhension commune des enjeux, une réelle transparence dans la communication, on en a beaucoup parlé, et puis nos meilleurs efforts pour maîtriser et alléger les nuisances éventuelles avec une logistique de chantier réglée au cordeau, un recyclage de matériaux sur site qui réduit les rotations de camions, une assistance numérique aussi à l'organisation et au contrôle du chantier. Mais le chantier apporte également avec lui de nombreuses actions d'intérêt général que nous avons voulu mettre en lumière, l'insertion professionnelle, la réinsertion de personnes éloignées de l'emploi et un rôle environnemental de plus en plus affirmé de lutte contre les pollutions diverses et de remise en état des milieux. Je vous remercie infiniment. Merci. Et Merci, à bientôt pour une prochaine émission. Bientôt. Des villes et des hommes, une émission proposée en partenariat avec Eiffage.